Bonjour. Aujourd'hui, on parle de santé mentale des femmes. Et on va en parler d'une façon qui est peut-être un peu différente de ce dont vous avez l'habitude. Aujourd'hui, à la mode, on parle de biopsychiatrie, c'est-à-dire on parle de diagnostic et on parle de médication. C'est pas la solution parfaite, ça. Il n'y en a pas de solution parfaite. Moi, je vous arrive avec une autre approche, qui n'est pas non plus la seule approche, qui est l'approche féministe en santé mentale, qui prend les principes du féminisme et qui les met en action pour aider les femmes à sortir de leur détresse psychologique. Parce que moi, je parle de détresse psychologique et non pas de maladie mentale ou de santé mentale. Je refuse, moi, de travailler avec les diagnostics. C'est que pour moi, le diagnostic est complètement antiféministe. Pourquoi? Parce que contrairement à ce qui nous est raconté, le diagnostic fait l'analyse des comportements des personnes et non pas de la douleur. Une maladie physique, c'est la douleur. Il y a des signes physiques de la maladie. Au niveau de la santé mentale, ce n'est pas le cas. Et ce sont des comportements qui sont analysés et qui sont complètement biaisés par la personne, en l'occurrence le psychiatre, qui sont complètement biaisés. Et ce que ça fait, c'est que le psychiatre voit, ou même d'autres personnes, parce que malheureusement, il y a d'autres personnes qui donnent des diagnostics, voit les comportements entre guillemets déviants, et là, décide de quelle maladie elle a. Il ne s'occupe absolument pas de ce que la personne vit, de ce qu'elle ressent et de ses besoins, de l'expression de ses besoins. Ça ne peut absolument pas, ça va à l'encontre complètement de ce qu'on veut faire comme féministe. Et vous savez, dans ce sens-là, ce qui est très intéressant, c'est que on a toujours tendance, quand on parle de psychiatrie lourde, là, importante, parlons en mots psychiatriques, de psychose, on a toujours tendance à dire que la personne n'est pas dans la réalité. Moi, je considère que c'est faux. La personne, elle n'est pas dans notre réalité dite objective. Vous savez, une madame qui se considère complètement entourée de mafias qui veulent du mal, qui veulent la battre, qui veulent la mettre en petits morceaux, bien, comme par hasard, son mari est d'une violence et psychologique et verbale et physique. Bien, elle a transposé ça en mafia. Elle ne peut pas accepter que son mari soit violent avec elle. Fait que c'est la mafia qui est violente avec elle. Alors, c'est pour ça que je dis, si on est vraiment à l'écoute de ce que la femme nous dit, ça prend du temps, c'est fascinant, mais si on est vraiment à l'écoute de ce que la femme nous dit, on finit par se rendre compte qu'elle nous parle beaucoup plus d'elle-même qu'on le croit. Je n'ai malheureusement pas le temps de tout passer les stratégies aujourd'hui. Alors moi, j'en ai choisi une, et ce n'est pas par hasard. J'ai choisi celle que je considère la plus importante. Pour moi, pour briser, il me semble que c'est logique, pour briser la passivité, bien, il faut passer à l'action. Pour moi, c'est fondamental. Tu peux faire une psychothérapie, une psychanalyse de 15 ans. Si tu ne fais pas de changement, si tu ne passes pas à l'action, tu ne viendras pas mieux. Alors, ce que je vous propose actuellement, c'est une réflexion sur la nécessité de l'action. Moi, toutes les femmes que j'ai rencontrées, c'était ça mon objectif, c'était de les aider à passer à l'action. Quelle sorte d'action? Ça n'a pas d'importance. L'action, d'abord, ce qui est important, c'est qu'il faut que l'action soit décidée par la femme elle-même et non pas par l'intervenante. Vous savez qu'il y a beaucoup de femmes qui commencent par dire « Moi, je n'ai pas de besoin. Je n'ai pas le droit d'avoir des besoins. » Alors, il faut les convaincre d'abord qu'elles peuvent avoir des besoins.
La grosseur de l'action n'a pas d'importance, mais il y a une chose qui, je pense, est importante, c'est que l'action, la première action que la madame va poser en vue d'un changement, il faut que ce soit une action positive et une action qui fait plaisir. Ça, c'est une autre petite stratégie d'intervention, c'est retrouver le plaisir, la capacité au plaisir. Ça n'a pas été une valeur inculquée aux filles, ça, le droit au plaisir. On ne peut pas imaginer quels sont les petits besoins qui vont faire en sorte que la femme va se mettre à avancer. Un exemple, une dame qui n'avait jamais eu de sous sur elle et qui, la première fois qu'elle a eu un peu de sous, quand on lui a demandé ce qu'elle ferait avec son argent, elle nous a répondu avec le sourire le plus extraordinaire au monde, « Je vais aller m'acheter un 7-Up au dépanneur. » Vous savez, ça fait 20 ans, cette histoire-là. Cette histoire-là me touche encore beaucoup. La petite action, qu'est-ce qu'elle fait? Elle augmente l'estime d'elle-même. Un petit peu, juste un petit peu. Mais ça va lui donner la possibilité de faire une action un petit peu plus grande qui va augmenter son estime d'elle-même. Et là, vous me voyez aller, là, hein? Là, je fais le tour. Et qu'est-ce qu'on bâtit? On bâtit ce que moi j'appelle le cercle bénéfique. OK? Par opposition au cercle vicieux. Alors, le cercle bénéfique, c'est ce qui permet à la personne de bâtir à partir d'elle-même, à partir de ce qu'elle est, à partir de ses besoins, à partir de son environnement. Elle rebâtit ou elle bâtit à partir de à peu près rien son estime d'elle-même. Une fois que le pattern, pour employer un bon mot français, d'estime de soi et de faire des choses pour soi-même et pour être mieux, personnellement, je considère que ce qui devient très, très, très important, c'est d'exprimer sa colère. Les femmes, aujourd'hui on parle des femmes, hein? Les femmes ont toutes les raisons du monde d'être en colère. Le problème, c'est que ce soit les intervenantes ou que ce soit les personnes en détresse, on a une peur bleue de la colère. Qu'est-ce qui est arrivé dans les groupes de femmes? Les groupes qui s'occupent des dames en difficulté, c'est qu'on a dit tolérance zéro. Tolérance zéro pour l'expression de l'agressivité, de la colère, de la violence. On a tout mis dans le même paquet. Puis on a dit rien du tout. Mais ce qui est, moi, je trouve malheureux, c'est qu'on a occulté ce qui est essentiel dans une démarche, c'est être capable d'exprimer ce qui nous met en colère. Pourquoi c'est essentiel de sortir la colère? C'est essentiel de sortir la colère parce que la colère refoulée, là, c'est destructeur jusqu'à la mortalité. OK? Alors, qu'est-ce que les femmes font? Ils ravalent. Première chose qu'ils font, plutôt qu'être en colère, bien, ils se mettent en colère contre elles-mêmes. Mais la façon de le faire, c'est d'être coupable. Donc, elles se rendent coupables de tout ce qui arrive autour d'elles. Vous savez, vous vous rappelez que nous autres, on est toutes responsables de l'affectivité du monde entier. Hein? Alors là, évidemment, on se culpabilise parce que tout le monde autour de nous autres n'est pas parfaitement heureux. Nous autres non plus, mais ça, c'est pas grave. On n'a pas besoin de ça. Alors, première chose, c'est la culpabilité. La culpabilité tue des femmes. Le faire mal va jusqu'à l'automutilation, plus ou moins grave, et jusqu'au suicide, en passant beaucoup chez les femmes par les tentatives de suicide, qui sont des appels à l'aide, mais ils sont très, très, très nombreuses, puis elles se font très mal. Alors, pour moi, l'expression de la colère, c'est une démarche qui est absolument essentielle pour avancer. Et il y a moyen d'exprimer sa colère sans faire mal aux autres. Et ça aussi, c'est un apprentissage. Pas se faire mal à soi et ne pas faire mal aux autres. Ça, je pense que nous avons beaucoup à travailler ça. Vous savez,
une des choses que les femmes m'ont dites et ont dit à d'autres personnes également, c'est l'importance qu'elles accordent au fait qu'on les écoute et qu'on les croit. Parce que les femmes ne sont pas crues dans leurs histoires, elles ne sont pas crues dans leur misère. Et si on ne commence pas par leur faire confiance et croire aux femmes, c'est croire à leur histoire, mais c'est aussi ce que j'ai dit auparavant, c'est de croire qu'elles sont capables de trouver leur propre solution également. Alors, une dame qui est arrivée un matin, puis qui s'est assise dans un coin, à rien dire. Le monde allait dire bonjour, elle ne répondait pas. Elle n'avait aucune communication avec les autres personnes. Le groupe s'est rencontré, s'est demandé qu'est-ce qu'on fait avec ça. Ils ont décidé, c'est ce qu'elle fait, elle ne nous nuit pas dans le fond. Elles l'ont laissé faire. Au bout d'un certain temps, assez long, la dame s'est levée, leur a dit, écoutez, moi, je ne savais plus quoi faire de moi. Je ne savais plus quoi faire de ma vie. Je n'étais pas capable de rester seule. Il y a eu rien qu'un endroit où je me sentais en sécurité, c'était chez vous. J'étais incapable de vous parler. Vous m'avez laissé faire. Je vous remercie. Mon problème, ma difficulté d'être en relation avec les autres est terminée. Merci beaucoup, vous m'avez donné ce dont j'avais besoin. C'est un exemple très intéressant de ce que le respect et l'écoute. C'est une écoute passive, hein? Mais ils l'ont écouté pareil. Ils ont écouté son besoin qui était d'être assis là. Je trouve que c'est un exemple très intéressant de respect et d'écoute. Celle-là, on était sûr que son besoin, c'était de se séparer de son mari. Puis elle est venue me voir, puis elle m'a dit, tu sais, je suis pas folle, je sais que vous trouvez que je devrais me séparer de mon mari. Je ne veux pas me séparer de mon mari. Elle a dit, j'ai fait la liste de ce que je veux qu'il change dans mon ménage. Je reviendrai te voir si ça ne marche pas. Elle est revenue au bout de 2 ans, puis elle m'a dit, j'en ai 3 quarts de fait, je reste avec mon mari, c'est ma solution. C'est pas la vôtre. Je termine ce cours exposé en vous disant qu'il y a une chose dont il faut se rappeler absolument, c'est que chaque personne est responsable d'elle-même. Et je parle ici autant aux intervenantes qu'aux personnes qui ont recours aux services d'intervenantes. Tout le monde a le contrôle sur sa vie. Et si, par exemple, l'intervenante peut faire des suggestions, propose des choses, tant que la femme qui est en face d'elle, tant que vous, madame, qui avez besoin d'aide, avez décidé que vous ne la voulez pas, c'est vous qui avez le contrôle sur votre vie. Alors, on ne se culpabilise pas personne, mais on se dit que nous sommes toutes responsables de nous-mêmes et que c'est à chacune de faire notre bout. Il n'y a personne qui peut nous imposer quoi que ce soit, puis on ne peut pas imposer quoi que ce soit à quelqu'un d'autre. Et notre premier devoir, quelle que soit notre position sur la Terre, c'est de prendre nos propres décisions et de ne pas nous laisser embarquer dans toutes sortes de choses. C'est ça aussi, avoir le contrôle sur notre vie.